En fait, je profite de l'occasion pour te remercier encore plus, non seulement d'avoir respecté le temps, mais aussi, surtout, de nous avoir plongé de plein pied dans l'entreprise, parce qu'effectivement, on a besoin de découvrir les vrais indicateurs dans un tableau de bord de veille sociale, qui rejoint en fait un tableau de bord social ou un bilan social, pour pouvoir agir. Donc, les indicateurs sur la santé et la sécurité au travail, les indicateurs sur les relations professionnelles, sur les relations sociales, donc avec les partenaires sociaux aujourd'hui, puisque c'est un peu la préoccupation non seulement de l'entreprise, mais même de la Tunisie tout entière. Donc un dialogue continu, un dialogue enrichissant, oui, un sursaut collectif pour nous faire réagir, gérer, manager le social aujourd'hui. Merci beaucoup, Aïda. Je vais passer la parole à donc notre ami Abdenour Ben Saïden, vice-président de l'ALGRH, l'Association algérienne des ressources humaines, DRH de SEAAL. Donc, je me suis très bien remémoré le nom, j'espère, Abdenour. C'est l'eau en Algérie et surtout 6500 salariés, ce qui est extrêmement important, c'est gigantesque, mais c'est aussi une filiale d'un très grand groupe, d'après ce que tu m'as dit. Merci beaucoup, tu as la parole, Abdenour. Merci beaucoup. Et le respect du temps. Merci beaucoup. Écoutez, premièrement, je tiens à remercier nos amis, nos camarades, nos frères de l'Association tunisienne des ressources humaines pour l'invitation et pour la prise en charge, pour l'accueil aussi. Deuxièmement, je suis personnellement flatté et honoré de participer à ce colloque, à ce séminaire avec d'éminents professeurs, académiciens, professionnels, consultants et intervenants. Ceci dit, je commencerai par dire que SEAAL, c'est la Société de l'eau et de l'assainissement d'Alger. C'est une société qui fait à peu près 6500 personnes sur 3 wilayas, la wilaya d'Alger, la wilaya de Tipaza et la wilaya de Tizi Ouzou. En fin de compte, la création de cette société n'est pas venue comme ça du néant. C'est l'aboutissement d'un contexte, d'une situation qui a débuté dans les années 2000. Je vais résumer le contexte en 3-4 données. Et de là, on va comprendre un petit peu la démarche. Les années 2000 en Algérie et spécialement à Alger. Augmentation de la population par rapport aux décennies précédentes, phénomène que nous avons constaté. Un sous-investissement en matière d'installation d'infrastructures. Bien sûr, tout le monde sait le pourquoi de la chose, du fait que nous avons vécu une décennie noire, le problème du terrorisme qui a influé sur l'investissement étranger local. La vétusté du réseau d'assainissement qui datait de l'ère coloniale avec quelques investissements dans les années 70. Plusieurs années de sécheresse. Et de là, les autorités algériennes étaient devant une situation très complexe, très difficile. Quel choix restait pour les autorités algériennes? En fin de compte, il fallait coûte que coûte trouver une solution la plus rapide pour satisfaire le besoin de la population en matière d'eau, d'assainissement, dans le sens d'avoir les capacités de production, les capacités de distribution et la capacité aussi de maintenance de toutes les infrastructures. Quelques décisions majeures ont été prises dans les années 2000, 2002 généralement. 3 grandes décisions majeures dans l'Algérie. Premièrement, c'est la création de 4 SPA, sociétés par action. La première sur Alger, la deuxième sur Oran, la troisième sur Annaba, la quatrième sur Constantine. Ces sociétés, en fin de compte, ont été créées en partenariat et en la forme, non pas de jointe venture, mais c'est des capitaux locaux
émanant de deux sociétés qui existaient, qui géraient l'eau et l'assainissement, qui sont l'Algérienne des eaux et l'Office national de l'assainissement, mais avec une expertise reconnue mondialement au niveau de quelques entreprises, et de là, les sociétés ont été créées. En fin de compte, ces sociétés n'ont pas été créées par une volonté totalement des autorités, mais du fait les lignes de crédit et le financement de la Banque mondiale dans cette période, qui tournait autour de 4-5 milliards d'euros pour le secteur de l'eau. Parmi les exigences, c'était d'avoir cette expertise internationale en accompagnement. Donc dans cette période, grosso modo, il y avait à peu près 14 milliards d'euros qui étaient alloués à ce secteur. Le recours à l'expertise internationale et avoir cette capacité en matière de transfert de savoir-faire. Je vous mets dans le contexte exprès pour comprendre un petit peu la naissance et le fleurissement de ces entreprises et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Au niveau du centre, c'est-à-dire Alger, les autorités ont contracté avec la multinationale qui est connue, c'est Suez Environnement. Suez Environnement, c'est une entreprise qui est sur l'audiovisuel, qui est sur l'eau, sur l'assainissement, sur l'armement, sur les déchets, etc. Un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros, 90 000 travailleurs de parlement, ils sont sur les 5 continents, etc. Et dans le contrat de gestion déléguée qui a été signé entre les autorités algériennes et Suez Environnement, il y avait 6 objectifs stratégiques. Je ne vais aborder qu'un seul objectif stratégique qui renvoie à la notion de motivation en matière de transfert de savoir-faire. Je n'aborderai pas, si vous le permettez, maintenant je vais revenir au vif du sujet, je n'aborderai pas la motivation comme l'abordera un académicien, un théoricien, un chercheur, un professeur d'université. Je l'aborderai plutôt en professionnel, en quelqu'un qui vit en proximité, en homme de terrain. J'aborderai aussi cet aspect de la motivation, non pas au sens de la rémunération, non pas au sens des avantages sociaux, non pas au sens de gestion de carrière et de postes à accéder. Je ne parlerai pas aussi de ce qu'on appelle dans le jargon tout ce qui est attractif. D'accord ? Non, j'aborderai la motivation sur un autre volet. Motiver les salariés pour faire réussir un projet structurant, innovant et motivant. Je m'explique. Je parlerai de la motivation pour faire le vrai transfert de savoir-faire. Je parlerai de la motivation pour faire réussir ce partenariat innovant. Je parlerai de la motivation au sens d'autonomiser les managers, c'est-à-dire les mettre à niveau au sens de management métier, comportemental, et être des décideurs au niveau de l'entreprise au terme du contrat qui va arriver le mois d'août 2016. D'accord ? Les leviers qui ont été consacrés au niveau de cette entreprise concernant la motivation du transfert de savoir-faire, la motivation pour faire réussir le projet et la motivation aussi pour autonomiser les managers. Nous avons des outils qui ont été mis en place de par la grande expertise de Suez. L'outil Wikti. L'outil Wikti, c'est une innovation, du fait on parlait tout à l'heure de l'innovation, au niveau de Suez Environnement, au niveau de toutes ses filiales. C'est un référentiel de métiers qui reprend tous les métiers dans l'eau, dans l'assainissement, dans la production, dans la distribution, au niveau de la clientèle et aussi au niveau des fonctions transverses, et plus spécialement au niveau de l'audit et de l'hygiène, sécurité, environnement. Ce référentiel, il a été décliné en 38 métiers. Chaque métier a été décortiqué dans le sens où il y a eu pour chaque métier un comité qui a travaillé avec des experts de Suez. Au niveau de CA, nous avons des experts qui sont ce qu'on appelle en local résident, et nous avons des experts qui interviennent selon la demande de CA par rapport à des problématiques qu'elle vit. Ce référentiel, il a ce qu'on appelle des niveaux de cotation.
Nous sommes au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, à premier semestre 2014, au niveau 3,5, et la cotation, elle est jusqu'à 6 au niveau du référentiel international de Suez. Donc plus ou moins, nous avons dépassé la moyenne. Deuxième outil qui a été utilisé, c'est l'outil OPT. C'est un outil, en fin de compte, qui part des valeurs de l'entreprise. Le point de départ, c'est les valeurs, qui va aller vers le référentiel du management général de l'entreprise, qui donne la charte du manager et qui aboutit vers un entretien d'évaluation, et de là sont déclinés les axes d'amélioration. Je passe très rapidement sur tous ces aspects-là. Un troisième levier aussi qui a été et qui est utilisé, c'est le binôme. Nous avons repéré, de par la complexité de l'activité de l'eau, de l'assainissement, de la production et de la distribution, nous avons détecté des postes très complexes, très sensibles, où nous les avons fait accompagner par des experts Suez en binôme. Ils les accompagnent pour mise à niveau managériale, mise à niveau métier, mise à niveau comportemental, mise à niveau de communication. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle la prise de décision en situation de crise. Il y a aussi la politique de mentoring que nous avons mis en place. Et là, au niveau de tous les périmètres de CEAL, nous avons 2 mentors. C'est des vieux routiers. C'est des gens qui ont fait plus de 30 ans dans le monde de l'eau et de l'assainissement et qui nous ramènent leur expertise. Et ils sont dans toutes les constructions des projets et des actions. Je m'explique. Dernièrement, par exemple, nous avons préparé le PMT, le plan moyen terme, qui est glissant sur 3 années. De chaque année, il va sur 3 années. Eh bien, ces mentors ont participé au niveau de toutes les directions pour apporter leur expertise, leur savoir-faire et aussi comme étant des leviers, comme étant aussi des éléments attractifs qui mettent à niveau le personnel encadrant de CEAL. Nous avons aussi usé d'un autre levier qui est le e-learning et là nous disposons de privilèges et d'accès à toute la base de données de Suez Environnement, au sens documentation, thématique, rapport, thèse, spécificités techniques, des équipements, des infrastructures. Nous avons accès 24 sur 24 à peu près ce qu'on appelle le top CEAL, c'est la crème de CEAL, les 250 managers de haut niveau, les talents de l'entreprise, ils ont un accès en continu à toute la base de données. Je terminerai par un point aussi, un levier très important, c'est les ateliers de management. Peut-être dans l'esprit du commun des mortels, le fait de dire atelier de management, c'est un petit peu ce qui se fait, ce qui se pratique lors de petites rencontres. Ce n'est pas le cas. C'est des ateliers qui sont suivis en continu, qui sont suivis par le manager général, par le directeur général, et les thématiques gravitent autour des problématiques que vit CEAL. Donc c'est des thématiques qui sont choisies par rapport à des problématiques que nous sommes en train de vivre, qui sont diffusées au top CEAL et qui sont examinées, et nous avons ce qu'on appelle des projets professionnels qui sont présentés en audience devant les 250 personnes en présence du directeur général, et de là, c'est quelque part ces ateliers de management ont abouti à ce qu'on appelle dans le jargon, c'est une boîte à idées. Une boîte à idées, et de là nous avons toutes les propositions, les solutions sur les problématiques qui peuvent émaner vraiment non pas du directeur général ou du secrétaire général ou du directeur ou du sous-directeur ou du chef de département, ça peut émaner d'un chef de projet, primo-embauche, ingénieur, mais qui est considéré comme étant talent au niveau de l'entreprise. Autre élément aussi que je pourrais communiquer sur ce partenariat public-privé, les autorités algériennes ont décidé récemment que toutes les SPA dont le contrat arrive à terme, il ne sera pas reconduit. Donc il faut que les locaux qui ont eu à travailler sur le premier contrat, c'est-à-dire sur le transfert de savoir-faire, sur la réussite du projet et sur l'autonomisation, prennent en charge. Et ça commence
À Oran, c'est des managers locaux qui ont pris la suite. À Constantine, c'est des managers locaux qui ont pris la suite. À Annaba, c'est des managers locaux qui ont pris la suite. Et nous attendons la ville d'Alger et nous espérons que ce sera des managers locaux qui prendront la suite. Je voudrais revenir sur une petite précision. Peut-être parmi l'assistance, il y aura une personne qui se posera la question, est-ce que nous n'avons pas les compétences en Algérie pour, à un moment donné de la vie du pays, on a fait appel à cette expertise. Je l'ai dit tout à l'heure d'une manière indirecte, c'était des conditionnalités dans ce qu'on appelle l'octroi des lignes de crédit qui faisait que le FMI a exigé qu'il y ait cette expertise qui accompagne le pays. N'oublions pas que les grandes multinationales font du lobbying au niveau de ces grands bailleurs de fonds. D'accord ? Et donc même les politiques émanent de ces bailleurs de fonds ne sont que la résultante de ce travail de lobbying qui est fait par ces grandes multinationales. D'accord ? Mon discours, c'est un discours d'opérationnel, quelqu'un qui vit la chose au quotidien. Si vous le permettez, je voudrais revenir à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, deux choses qui ont été dites tout à l'heure. La première a été dite par M. Ostri, le président de la Fondation, et je pense à juste titre qu'il avait entièrement raison de le dire. La gestion de la ressource humaine, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas des principes et des préceptes, ce n'est pas des discours, mais c'est une réalité qu'on vit. C'est un contexte qu'on prend en charge. C'est un environnement qui n'est pas fixe, qui n'est pas statique, qui n'est pas figé, dans lequel on évolue. Et on doit aiguiller, on doit régulariser et on doit recadrer notre approche et notre démarche pour vraiment faire réussir cette gestion des ressources humaines. Deuxième chose qui a été dite tout à l'heure, au sens de l'autorité, au sens de la fermeté, au sens de l'obligation, dans ce qu'on appelle la gestion des relations sociales. Je me permets de me mettre en porte-à-faux pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense à travers le monde, le standard à l'international, c'est que nous sommes dans une dynamique plutôt de concertation, plutôt dans une dynamique de partage, plutôt dans une dynamique de parties prenantes engagées pour la réussite d'un projet, pour faire évoluer l'entreprise, pour lui donner plus de performance, pour lui donner plus de niveau de développement. Les principes et les préceptes qui ont été développés par notre ami tout à l'heure renvoient généralement à ce qu'on appelle les documents régaliens au niveau d'une entreprise. On a la convention collective qui parle des obligations, des droits, des règles, tout ça. Et c'est l'aboutissement d'une négociation entre la représentation des travailleurs et l'employeur qui sont mis d'accord. Donc ça devient exécutoire et obligatoire pour tout le monde. Deuxième donne, nous avons aussi le règlement intérieur qui parle de tout ce qui est organisation de travail, tout ce qui est horaire, tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement, tout ce qui est aspect disciplinaire. Donc je pense que si on parle de la ressource humaine ou de ce qu'on appelle les relations sociales, au jour d'aujourd'hui, ces documents, ils existent au niveau de toutes nos entreprises. Il faut plutôt parler de l'autre volet qui est délaissé dans nos pays arabes, c'est le volet du développement de la ressource humaine, qui a trait à tout le process recrutement, formation, gestion des compétences, l'évaluation des compétences, et aussi la gestion des talents et des seniors. Peut-être c'est des problématiques qui ont été vécues en Europe à un moment donné, mais nous sommes en train de les vivre au jour d'aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci beaucoup Abdenour d'avoir extrêmement bien décrit les différents leviers de motivation dans une entreprise qui a réussi un partenariat public-privé. Oui, effectivement, vous avez utilisé des outils pour un transfert de savoir-faire tels que les référentiels de métier, tels que des outils OPT qui parlent des valeurs de l'entreprise, la charte du manager, le binomat des postes très complexes mais qui aident pour la prise de décision, le mentoring,
training, les ateliers de management, une démarche de progrès continu. Et ça, c'est extrêmement intéressant que vous puissiez attirer l'attention justement des professionnels sur tout cela, parce qu'en fait, ils sont en train de vivre un petit peu toutes ces situations, mais en même temps une attention soutenue à tout ce qui est donc relation avec les partenaires sociaux, dialogue, partage, communication, remontée de la communication. Voilà, donc merci beaucoup. Encore un regard donc de professionnel dans sa quotidienneté, mais aussi penché sur le futur, parce qu'on peut être stratège tout en réfléchissant à ce qu'on est en train de faire tous les jours dans un bureau avec des gens et à travers des outils intéressants. Je passe tout de suite la parole à notre cher maître Mourad Mabrouk, donc avocat, mais qui a dû sûrement gérer des problèmes peut-être de méconnaissance du droit social. Merci beaucoup, Mourad Mabrouk. Vous avez la parole pour un quart d'heure, on va dire, comme ça on aura plus de temps pour le débat. Et je vais être très contente parce qu'on va gérer le temps et rattraper un petit peu les minutes qu'on a perdues. Voilà, à travers un petit problème de micro peut-être. Alors vas-y, merci Mourad. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je suis très heureux, j'ai tout le plaisir de participer avec vous dans ce colloque intéressant relatif à la gestion des ressources humaines et vie sociale. Mon intervention se repose surtout sur l'aspect juridique en tant que praticien juridique. Donc l'aspect juridique et l'interconnexion, l'articulation entre le droit du travail et la gestion des relations humaines. Quelle est la relation? Est-ce que le droit du travail est important et quelle est la portée de l'importance du droit du travail dans la gestion des relations humaines? Donc, le droit du travail est outil du manager. Et comment il pourra intégrer le droit du travail au management? Les deux questions juridiques qu'on va réviser sur deux grands titres. Le premier titre concerne les services que le droit du travail peut rendre au manager. Le deuxième, c'est comment utiliser efficacement le droit du travail dans la gestion de la relation humaine.